Bonjour. Bonjour Serge, comment ça va mon ami? Très bien, ça va. Et vous? Et ben, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ce soir. Eh oui, une équipe très nombreuse pour cette émission spéciale, malheureusement, en rapport avec les événements qui se passent en Ukraine. On a réussi à avoir des invités importants qui vont nous apporter leurs témoignages. On va les présenter dans un instant, juste pour vous dire qu'on est très heureux de vous retrouver comme chaque dimanche soir en direct dès 18h30 sur les ondes de Radio Shalom, avec Serge à la technique, qui fait son retour après 15 jours de vacances. Et qui repart aussi 3 semaines derrière. Voilà. Bah, écoute, tu vas nous manquer, mais ton remplaçant est excellent aussi, donc tout se passe bien. Il assure la permanence. Alors les amis, bien sûr, je ne représente pas nos chroniqueurs habituels, Alexandre Sarfati, Alexis Madar et Philippe, qui sont avec nous comme chaque semaine. Alors nous avons la chance. Salut. Nous avons la chance d'avoir cette semaine notre ami Rav Yossi Amar, directeur du Bet Rabad de la Seine-et-Marne et notamment de l'association Keren Esther, qui va nous donner un témoignage très important parce que je sais qu'il y a beaucoup de besoins pour les Juifs en Ukraine et évidemment, comme on l'avait dit d'ailleurs la semaine dernière, le mouvement Chabad, le Bet Lubavitch, est engagé énormément sur place et fait un travail considérable pour nos frères qui sont sur place, qui sont bloqués, qui sont dans des circonstances et des conditions dramatiques. Alors, sans plus attendre, on va donner la parole à notre ami Yossi, qui va nous donner un petit peu la situation sur place et les retours qu'il a éventuellement de ses amis émissaires sur place. Bonjour à tous, un plaisir, cher Fabrice, tous ceux qui sont ici présents. Salut à tous ceux qui sont présents, soit à l'antenne, soit en live. Si on peut commencer d'abord le rapport de Chabad avec l'Ukraine, qu'on remonte à très très loin. Tout d'abord, on sait très bien que la Chassidoute, la mystique juive, a commencé en Ukraine il y a plus de 300 ans. Le Baal Shem Tov, le Medjugorje, les élèves du Baal Shem Tov, tous les différents élèves qui sont sur tous les 4 coins de l'Ukraine. Plus proche de nous, le Rabbi Lubavitch est né à Nikolaev en 1902. Et plus proche, encore une fois que le communiste, on va dire, est tombé en 90, c'est là qu'on a eu énormément d'émissaires Chabad pour avoir des chiffres plus ou moins précis. Jusqu'à aujourd'hui, il y a plus de 180 couples qui sont présents, qui travaillent sur 154 communautés dans 52 villes. Ça inclut 49 centres éducatifs et grands centres communautaires, 7 orphelinats, 32 restos du cœur, synagogues, mikvaot, centres communautaires, et ça, si on peut dire, dispatché sur les 4 coins de l'Ukraine. Il n'y a vraiment pas une ville en Ukraine où il n'y a pas de shliach, d'émissaire Chabad. J'ai des amis proches. Pour parler de moi-même, le rapport que j'ai avec l'Ukraine, je suis parti là-bas la première fois il y a 28 ans, en 1994, juste après la disparition matérielle du Rabbi Lubavitch, quand le Rabbi nous a quittés en juillet 1994. C'est là le premier voyage que j'ai fait en Ukraine, à Jytomyr, justement, qui est proche de Kiev. Et depuis, toujours en contact. Au départ, c'était justement la création de l'association de mes parents, le Rav Yaakov et Madame Sarah Amar, Ezrat Menachem. On envoyait des conteneurs alimentaires à Jytomyr et sur les différentes villes en Ukraine. Et depuis, jamais perdu le contact avec Keren Esther, depuis maintenant près de 11 ans, en contact régulier, tous les mois, voire toutes les fêtes, tous les étés, tous les hivers, sur les différentes villes. D'ailleurs, le hasard des choses, la semaine dernière, jeudi, j'aurais dû être en Ukraine pour un mariage, mais le mariage a été, comme vous avez dû certainement entendre, déplacé après avoir fait 4 pays à New York, avec la fille de mon ami, le shliach Levi Stambler et Niro Brzezinski, qui est à côté de Dnipropetrovsk, pour avoir une idée de comment fonctionne l'Ukraine, en tout cas jusqu'à, on va dire, il y a 10 jours. Il n'y a pas de grande ville ou de petite ville où il n'y avait pas une présence d'un shliach. Parlons de l'ouest de l'Ukraine, par exemple, Jytomyr, où se trouve ce shliach Rav Hillel que tout le monde a pu voir aujourd'hui, qui a atterri en Israël avec son orphelinat et encore 150 personnes de sa communauté accueillies par le Premier ministre Naftali Bennett à l'aéroport de Ben Gurion. Lui s'occupait de plus de 200 petits villages qui sont autour de Jytomyr, où régulièrement il allait les voir, chaque visite, chaque fête. Et ça, c'est pour sa région. Si on parle de Odessa, mon ami Rav Avremi Wolf, qui était aussi là-bas le shliach, présent sur place, avec un orphelinat de 140 enfants qui sont sur place. Je ne parle pas des nombreux shluchim qui sont sur Kiev, vraiment sur n'importe quelle ville. Donc, les shluchim étaient présents jusqu'à cette guerre, n'ont pas attendu la guerre pour agir. C'est vrai que comme tout, on va dire, l'ancienne Union soviétique, pour parler de la Russie, mais l'Ukraine, la même chose, il
il y a eu toujours cette différence ou ce décalage entre on va dire, les classes des oligarques, les classes des personnes, on va dire, beaucoup plus aisées et surtout les personnes qui avaient beaucoup moins de moyens, beaucoup plus de difficultés à vivre jour le jour. Et de là la raison pourquoi il y a tellement de restos du cœur, pourquoi ces orphelinats qui étaient pris en charge à 100% par les shluchim jusqu'à la guerre. Arrivé cet épisode ou cette crise il y a environ 10 jours maintenant, ou un peu plus, les shluchim ne se sont pas posé de question est-ce qu'on doit partir les premiers ou on doit laisser tout tomber, mais leur seul concern était que faire pour nos frères et sœurs qui sont là, qui dépendent que de nous. On ne peut pas les abandonner, on ne peut pas partir, on est obligé de rester là pour eux. Les histoires, c'est vrai que ce n'est pas quelques minutes qui vont suffire pour décrire comment elles ont agi H24, parfois sous les bombes, parfois sous les alarmes, avec des missiles qui tournent dans tous les sens pour s'assurer qu'encore un juif, encore une appel, encore une personne puisse être sauvé littéralement en recevant un abri dans le centre communautaire ou dans la synagogue, sauvé en lui envoyant à manger, en lui donnant à manger. Parlons d'un ami, le shliach, le Rav Wolf Yossi Wolf Acharson, qui est aujourd'hui contrôlé totalement par les forces russes. Il est toujours présent sur place. Alors, c'est vrai que les choses changent chaque minute, mais en tout cas, jusqu'à Shabbat, il était sur place. Et que son inquiétude était, après quelques jours qu'il n'a pas pu sortir, de fournir à manger à des gens de la classe moyenne qu'il appelait et qui lui disaient « je n'ai pas quoi manger ». Je parlais avec le Rav Hillel jeudi matin, avant qu'il prenne la décision de partir finalement parce qu'on lui a dit « tu es en danger ». Providence divine a fait qu'une fois qu'il est parti, 2 heures plus tard, une bombe est tombée au centre-ville qui a dévasté, qui a détruit un des plus grands bâtiments du centre-ville qui se trouve à 300 mètres du centre communautaire, qu'il a mis 10 ans pour construire, qu'il a inauguré il y a 2 ans. Et j'étais présent à l'inauguration. Le Rav était présent pour aller donner à manger à ces gens-là. Si on fait le point sur la situation actuelle, alors c'est vrai que sur les 180 couples de shluchim aujourd'hui, il y a plus de 150 qui ont dû quitter par force. Ne veut pas dire parce qu'ils ont quitté qu'ils ne sont pas présents sur le terrain. Et j'explique. Ils ont quitté parce que malheureusement, ils étaient en danger et ils avaient la possibilité de partir. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la majorité de nos frères et sœurs ne peuvent pas partir, même s'ils veulent, pour plusieurs raisons. Tout d'abord, les seuls qui peuvent partir, c'est ceux qui ont un passeport étranger. Ceux qui n'ont pas de passeport étranger, les hommes de 18 à 60 ans, ne peuvent pas quitter l'Ukraine. Ça, c'est numéro 1. Ceux qui partent, et quand on dit qu'on a aujourd'hui beaucoup de réfugiés sur les frontières, les différentes frontières, que ce soit la Moldavie, la Roumanie, la Hongrie, la Slovaque, la Pologne, ce sont essentiellement des femmes et des enfants qui peuvent et qui veulent partir. Beaucoup d'entre eux ne veulent pas partir et ne peuvent pas partir. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on prend par exemple, je citais quelques villes. Quand vous citez Odessa, on dit qu'il y a 35 000 juifs, où j'étais là-bas pour un séminaire rabbinique il y a 5 mois, au mois d'août, où il y avait cet orphelinat de 140 enfants qui ont réussi à être évacués, qui sont arrivés maintenant en Allemagne, à Berlin pour Shabbat. Ou si on parle de l'orphelinat de Jetomir, qui a été évacué, qui est arrivé aujourd'hui en Israël après avoir passé 50 heures de route, différentes frontières, Shabbat en Roumanie, à la ville de Kloïs, et finalement atterri aujourd'hui en Israël. Ça, ce sont quelques centaines. La grosse majorité, à Jetomir, il y a plus de 20 000 juifs. Je ne parle pas de Kherson, il y a plus de 1500 familles. Et comme ça, si on peut parler de presque chaque ville, la grande majorité de nos frères et sœurs sont sur place. Un point à mentionner sur le travail des shluchim, qui n'était pas seulement envers la population juive. Comme plusieurs m'ont raconté, n'importe quelle personne, homme, femme, enfant, âgé, jeune, qui tapait à la porte du centre communautaire ces derniers jours, on cherche un abri de secours, on cherche à manger, les shluchim m'ont accueilli avec la plus grande, je dirais, la plus grande largesse, sans faire de distinction. Il est juif, il est non-juif. Peu importe, on parle ici d'une cause humanitaire à échelle sans précédent. Je ne parle pas des que qui a... Alors, plusieurs m'ont demandé la question, mais comment ça se fait qu'ils ne peuvent pas partir? Tout d'abord, on sait très bien que les autocars ukrainiens n'arrivent à la frontière, ne peuvent pas quitter la frontière. Ils sont obligés de rester dans le pays. Deuxième point, beaucoup ne peuvent pas faire la route, ne veulent pas faire la route parce qu'il y a beaucoup de checkpoints, il y a beaucoup de stops, il y a beaucoup de kilomètres de queue, ça dépend des différentes villes ou les différents endroits vers où ils se dirigent, si c'est la Moldavie, si c'est des autres endroits. Et donc, ces autocars, beaucoup n'ont pas de chauffeur. Le Rav Wolf d'Odessa me racontait la semaine dernière comme quoi il était prêt à avoir plusieurs autocars pour évacuer le maximum de gens. Un autocar, on sait tous, c'est environ 50 places. Et néanmoins, il ne trouvait pas les chauffeurs. Personne ne voulait faire la route. Le Rav Hillel Majeton, il raconte comme quoi lui, il avait des autocars qui étaient prêts à le faire, mais il fallait faire la route. C'est presque 3 jours pour arriver, pour refaire le chemin de retour. Et après, pour reprendre encore des personnes. Et sans arrêt, je parlais avec lui avant Shabbat.
Avant Shabbat, il me racontait comme quoi il n'était pas encore arrivé à la Roumanie, à Kloïs. Il avait passé la frontière vendredi matin. Tout le monde a dû voir la photo avec le Sefer Torah. Je ne savais pas s'il allait arriver pendant Shabbat. À l'hôtel, en parlant de lui, il a pris 3 hôtels à Kloïs, en Roumanie, où il a localisé, où il a fait en sorte que depuis lundi, plus de 150 de sa communauté sont arrivés là-bas. Il avait encore 100 personnes qui sont parties avec lui et qui sont arrivés là-bas pour Shabbat, où ils ont passé Shabbat ensemble, plus de 250 personnes ensemble dans cet endroit. Mais il m'expliquait comme quoi c'est tellement difficile, les gens n'arrêtent pas d'appeler en disant « fais-moi partir, fais-moi sortir ». Et de l'autre côté, il n'y a pas, même si on veut, avec la meilleure bonne volonté, on ne peut pas les faire sortir. Donc, tout ça pour dire que, oui, on espère que la majorité des gens, ceux qui veulent et peuvent, vont pouvoir partir, mais il ne faut pas oublier que la plus grande majorité, pour avoir un chiffre, aujourd'hui, les shluchim Chabad qui sont sur le terrain depuis plus de 30 ans, estiment qu'il y a entre 250 000 et 300 000 juifs en Ukraine, dispatchés sur toute l'Ukraine, avec qui ils étaient en contact sur toutes ces villes. La grande majorité reste en Ukraine, resteront en Ukraine. Ils peuvent faire partir, comme j'ai dit tout à l'heure, pour diverses raisons. Par exemple, c'était le Rav Moskowitz, qui me racontait la semaine dernière en me disant, une femme l'a appelé et lui disait, qu'est-ce que tu fais? Pars, il disait, mais comment tu veux que je parte? Je viens de finir de construire ma maison, ça fait 20 ans que j'ai investi dedans. Ça fait à peine 2 mois que je l'ai terminé, tu veux que je laisse tout tomber? Une anecdote, vendredi matin, j'ai un ami de Paris qui m'appelle en me disant, je t'en supplie, j'ai une femme qui est bloquée à Tcherkass, qui est en Ukraine. On n'a pas de contact avec elle, on n'arrive pas à la faire sortir. Mon ami le Rav Axelrod, qui est Schler du Rabbi à Tcherkass, qui avait déjà quitté, je l'ai contacté, c'était 1 heure avant Shabbat. Je lui ai dit, je t'en supplie, fais quelque chose pour elle, ils n'arrivent pas à la faire sortir. Et grâce à Dieu, hier matin, pendant Shabbat, à 9h30, il y avait un bus qui a été organisé de la synagogue, puisqu'on sait très bien quand c'est le moment de guerre, puis Koach Nefesh, on a le droit de prendre la voiture Shabbat sans aucune distinction. Ils ont réussi à la faire sortir. Ce matin, il m'a fait savoir comme quoi finalement, elle était sur un vol à Budapest et qu'elle arrivait avec un deuxième vol en France ce soir. Donc, je parle de quelques personnes qu'on essaie de tout faire, les shluchim qui sont sur le terrain, même ceux qu'ils ont quittés. Parce qu'il y a une partie des shluchim qui sont partis du côté de l'Est vers l'Ouest. Par exemple, de tout ce qui est la région de Kharkov ou Kiev, sont partis vers les montagnes, ce qu'on appelle les Carpates, qui sont plutôt de la frontière de Lvov ou Uzhgorod. Ou pour vous donner un exemple, à Lvov, il n'y avait pas de shliach jusqu'à il y a un mois, jusqu'à quelques mois. En été, est arrivé un nouveau shliach, un ami, le fils d'un ami, le Rav Gottlieb, que son père lui-même est shliach à Nikolaï depuis 25 ans. La Providence a fait qu'il s'est présenté à Lvov sans savoir que 3-4 mois plus tard, ça va devenir la ville la plus occupée aujourd'hui d'Ukraine, puisque tous les réfugiés passent par Lvov. Alors, c'est vrai que ma mère, qui est née dans les camps des déportés à Pocking en Allemagne, il y a près de 80 ans, me racontait comment son père aussi s'était enfui par Lvov-Lemberg. Ça a toujours été la frontière. Ce qui fait qu'il est présent. Il y a aussi, je suis obligé de te couper, même si c'est passionnant, parce que Serge me fait des signes. C'est l'heure de la pub. On se retrouve dans un instant et on va surtout aussi également donner la parole à notre ami Stéphane Sika, qui lui aussi fait un rôle extraordinaire. On va lui laisser la parole tout de suite après la pub, si ça ne t'embête pas. Avec plaisir. Chacun son tour, les amis. Mais de toute façon, sachez qu'on vous redonnera la parole dans les semaines à suivre, si jamais, malheureusement, la situation perdure. Donc, à tout de suite, après la pub, on donnera la parole à notre ami Stéphane. Merci. A formé l'inventeur du dôme nucléaire, le docteur Galileo. Elle est aujourd'hui la première université scientifique d'Israël. L'université de Tel Aviv est la 8e université. Philippe, on ne t'entend pas, frérot. Philippe, on ne t'entend pas. Active le micro, Philippe. Je veux que tu parles, mais. Merci, Alex. Après, c'est Stéphane qui parle, mais je pense que ce sera intéressant de poser des questions. Parce que. Je profite de la pub parce que je ne sais pas si on aura le temps de poser des questions. Et aussi, j'ai l'impression que vous êtes gêné de partir, mais il y a une mitzvah d'Hachem qui dit on va rentrer à Bahreïn, mais il faut partir. Il n'y a pas à être gêné de partir. Qu'est-ce que ça veut dire gêné de partir? J'ai l'impression que vous dites que. Il y en a qui veulent partir, qui veulent gêner de partir. Non, ils ne peuvent pas. Ils peuvent pas partir. Ils veulent partir. Ils ne peuvent pas partir. Ils peuvent pas. C'est ça la question. Ils auraient bien voulu tout pouvoir partir. Il n'y a pas d'autocar. La grande majorité dit je ne suis pas prêt à laisser mon mari, mon fils, ici présent. Aller vers où? Tu racontais que la personne qui a construit sa maison, elle a mis 20 ans pour passer sa maison. C'est du matériel, ça.
C'est avec le pouvoir, c'est compliqué. Oui, mais c'est dur. C'est difficile, c'est difficile. C'est compliqué, mais il y a une islam ou Oui, mais comme on parle avec des gens qui ont mis toute leur vie dedans. C'est-à-dire, les shluchim ont essayé de les convaincre. Mais j'ai appris un choix à faire, il y a 50 places dans le bus, tu ne prends pas la plage, donne à quelqu'un d'autre. Je veux dire, on parle ici en quoi? C'est-à-dire, quand on réfléchit aujourd'hui en chiffres, pour avoir une idée, quand on dit 1 million de réfugiés, combien de juifs? Quelques milliers et encore, même pas. 1200 juifs qui sont arrivés en Moldavie, ce n'est pas que des juifs. 1200 réfugiés qui sont passés là-bas par les Ch'tiens. 1000 en Roumanie, où la grande majorité ne va pas quitter. C'est une réalité. On a aussi des juifs qui sont arrivés à la yeshiva des CHI. Non, alors ça, c'est 30 élèves de la yeshiva de Dnieper, qui ne sont pas forcément d'Ukraine, qui ne sont pas arrivés par la mer. Ils sont passés en France. Ça reprend. On continuera après. Salut les amis, salut Fabrice. Salut à tous. Retrouvez-nous dans la contre-courant sur Radio Shalom en direct tous les dimanches à 18h30. Ensemble, nous reprenons avec des points de vue bien différents de médias traditionnels. À contre-courant, l'émission que vous ne vous attendez pas à écouter sur les ondes. Allez, on est reparti pour refaire le banc jusqu'à 18h56. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour Serge, merci. Alors, il nous reste encore une grosse dizaine de minutes. Comme on l'a dit juste avant la pub, merci Rav Amar de nous avoir donné ce témoignage. On va donner la parole, parce qu'il est avec nous également, à Stéphane Messika, qui a eu beaucoup de mérite et qui est en train d'organiser quelque chose d'exceptionnel pour aider nos frères juifs qui sont sur place en Ukraine et qui souffrent énormément. Bonjour Stéphane, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu tout ce que vous avez fait pour eux? On n'a pas fait grand-chose à part les aider à les rapatrier à Paris. Donc, en gros, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de familles qui étaient coincées en Moldavie ou en Roumanie. Et au début, c'était un mouvement collectif d'individus. Et vite, on a greffé à tout ça. On s'est adossé au FSU, à l'EJM, aux éclaireurs israélites, au Chabad, à plein de gens qui nous ont aidés à financer et à identifier des personnes qui étaient un petit peu isolées en Moldavie et Roumanie. Et puis on est parti. Je suis parti mercredi et jeudi à Kishinev et puis à la frontière ukrainienne, récupérer des familles qui venaient de passer la frontière, les faire passer de Moldavie en Roumanie et puis leur prendre un avion. Et là maintenant, ils sont installés à Paris et on va faire pour eux tout ce qu'il faut pour qu'ils aient le statut de réfugiés, pour qu'ils puissent trouver école, logement. Ils mangent grâce au Chabad tous les jours. Et puis, ils ont un appui à la fois psychologique et aussi administratif depuis leur arrivée. Et on va recommencer ça cette semaine et la semaine d'après, s'il faut, pour aller chercher les familles qui réussissent à passer la frontière, mais qui après sont un petit peu avec 2 valises complètement dépourvues, souvent avec des enfants et qui ne savent pas où aller, comment travailler, quoi faire, qui n'ont pas toutes besoin d'aide en Israël et donc pour lesquels l'Europe est aussi une solution pour les accueillir. Oui, j'ai entendu qu'il y avait quand même beaucoup d'Ukrainiens juifs qui arrivaient à partir en Israël et également aussi des Israéliens vivant en Ukraine. Oui, donc il y a les configurations, il y a beaucoup de couples où il y a un Israélien et une Ukrainienne ou un Ukrainien et une Israélienne qui vivent à Ouman, qui vivent à Odessa, qui vivent dans la banlieue de Kiev. Et donc, oui, il y en a qui, on les voit à la frontière, il y a des voitures israéliennes pour ensuite les aider à faire leur alia. Mais tous ne veulent pas faire leur alia et l'option de rejoindre une communauté européenne, en tout cas, nous, on leur donne l'option de rejoindre une communauté européenne et de les accompagner dans leur installation en France. Alors, j'imagine évidemment que tout ça, cette opération a un coût. Comment on peut faire si certains nous entendent et veulent vous aider et vous soutenir? Sur le site du FSU, il y a un appel aux dons spécifique pour cette opération. Il y a un appel aux dons spécifique pour accueillir les réfugiés ukrainiens. On a recueilli plus de 100 000 euros, mais les accueillir pendant le temps, ça va coûter encore plus que ça. Et donc, on a besoin du support pour financer à la fois les voyages, mais aussi tout le long terme sur place, notamment le logement qui est le volet le plus cher là-dessus. Oui, et comment vous faites pour où vont dormir toutes ces personnes? Comment ça se passe? C'est des gymnases? À l'obtention d'un statut légal, on a des hôtels dans lesquels on peut les loger et au moins que les travailleurs sociaux puissent avoir accès à eux rapidement pour faire tout
tout l'administratif qu'il faut et pour aller chercher toutes les choses. Et ça, c'est le CASIP qui gère entièrement toute cette partie-là et qui a l'habitude de gérer ça. Une fois que le statut sera arrivé, on a eu un élément de générosité d'appartements qui ont été mis à disposition et de choses comme ça. On pourra les loger dans des appartements plus pérennes. Et même l'État français, s'ils ont un statut de réfugié, doit leur trouver des logements sociaux et tout. Mais là, dans une période courte, c'est plutôt dans des hôtels qui seront logés. Et comment ça se passe là-bas sur place à la frontière? Comment ils savent, comment vous pouvez savoir qui est juif, qui n'est pas juif, qui doit prendre contact avec vous? Enfin, comment ça se passe la sélection? En gros, on a eu 3 points de contact. Moi, c'est les gens qui ont pris contact. Une fois qu'ils ont su qu'on y allait, c'est les gens qui m'ont écrit. Il y a 3 points de contact, le Congrès juif mondial et le Joint, qui ont des ambassadeurs dans chacune des villes d'Europe. Et donc, ils nous ont écrit en disant il y a lui ici, il y a lui ici. En fait, quand tu sors du pays, soit tu es en lien avec les instances religieuses, notamment avec le Chabad, parce que j'ai le Chabad de Ouman qui m'a écrit et qui m'a envoyé beaucoup de familles aussi. Et donc, soit tu es en lien avec des gens du Chabad ou avec ta communauté religieuse, soit tu te souviens au moment de sortir que tu es juif parce que tu n'es pas très pratiquant, et à ce moment-là, tu te dis la communauté elle va m'aider, et tu te mets en relation avec le gars du Congrès juif mondial, du Joint, qui à ce moment-là nous contacte et nous dit il y a cette personne qui est là à Bucarest, à Kishinev, à Budapest, à Sofia, etc. Est-ce qu'il y a moyen de le rapatrier dans un pays européen? Alors, extraordinaire. En tout cas, bravo Stéphane. On peut se tutoyer, tu restes avec nous. Peut-être que nos chroniqueurs habituels ont peut-être une question à poser, soit à Yossi, Rav Yossi, ou alors à notre ami Stéphane. Philippe. Oui, effectivement, je voulais poser une question à Rav Yossi. Comment se passe la relation? J'imagine que vous avez aussi des shluchim en Russie également. Comment se passe la relation entre le Chabad de Russie et le Chabad d'Ukraine? Est-ce qu'il y a des tensions? J'imagine pas, mais voilà. Comment ça se passe? Très bonne question. Vous devez savoir certainement que le Rabbi a toujours opté, toujours demandé aux shluchim dans les 4 coins du monde d'être apolitique. Le hasard des choses a fait, si on peut dire, la providence, que ce jeudi, il y avait un mariage, comme j'ai dit tout à l'heure, entre une fille d'un shler d'Ukraine, de Nierobrizhansk, le Rav Stambler, et son fils, avec une fille qui vient de Samara en Russie, la fille du Rav Deitch. Et ce mariage qui devait prendre place à Dnipropetrovsk, où je devais être, et a finalement, par 3 jours de voyage, parce que l'Ukraine aujourd'hui, ils l'ont délocalisé à New York. Donc, grâce à Dieu, les shluchim de Russie se mobilisent aussi pour les shluchim d'Ukraine, mais j'allais rajouter sur ce qu'a dit Stéphane tout à l'heure, pas seulement, puisque aujourd'hui la majorité des réfugiés vont plutôt vers des pays qui parlent leur langue, qui est la Pologne, la Moldavie, la Hongrie, la Roumanie, très peu effectivement qui viennent en France. Et donc, on peut voir que même des shluchim que eux-mêmes ont dû être délocalisés, ont dû s'enfuir, se soucient aujourd'hui de s'inquiéter à ce qui se passe en Roumanie. Par exemple, en train de partir dans la ville de Yassi, ils ont mis en place des restos du cœur sur les préfabriqués sur le champ, pour les réfugiés qui arrivent, pour leur donner à manger, que ce soit pour Shabbat, que ce soit en Moldavie. Tous, ces frontières se sont transformées en endroits pour pouvoir accueillir ces réfugiés et leur donner du vivre à manger en attendant qu'ils font la prochaine étape dans leur vie. Pourquoi la prochaine étape? Comme a mentionné notre cher ami Stéphane, effectivement, beaucoup d'entre eux ne vont pas en Israël, ils préfèrent rester dans l'Europe. Et il y a beaucoup que dans leur mentalité, c'est surtout de se dire, c'est momentané, le temps que les choses se calment, en espérant qu'ils vont pouvoir revenir et retourner très rapidement. Donc, si je peux répondre à la question qu'a demandé Fabrice tout à l'heure. Avec Keren Esther, on a aidé énormément, pas seulement pour la guerre, depuis longtemps. Les shluchim d'Ukraine, on continue à aider en ce moment. Et vous avez aussi le lien sur kerenester.org/Ukraine, pour celui qui veut continuer à aider ces shluchim, qu'ils ont énormément besoin, qui me disent eux-mêmes qu'ils ont besoin aujourd'hui que ce soit de manger, que ce soit de médicaments, comment faire passer. Aujourd'hui, ils ont des liens à travers la Pologne pour pouvoir faire passer. Il faut savoir que la police ukrainienne escorte les convois pour les protéger, pour que ça soit distribué dans les communautés pour tous ceux qui sont sur place. Et si je peux juste prendre 1 minute, le Rabbi nous disait toujours qu'on doit apprendre la leçon que si une personne a la possibilité de faire parfois tant de dégâts, combien dans le bien, si chacun d'entre nous fait une seule bonne action, un psaume en plus pour nos frères et sœurs en Ukraine, une pièce dans la Tzaka, une bougie de Shabbat, une fois mettre finie, combien ça peut amener de bonheur dans le monde. L'effet, comme on dira, l'effet peut justement faire en sorte que le monde va s'en sortir et qu'on puisse toujours partager que des bonnes nouvelles. Ne jamais sous-estimer la valeur de cette bonne action. Comme on le voit, que ces shluchim, malgré qu'ils ont dû être délocalisés, ils sont toujours actifs. Ce n'est pas qu'ils se sont dit, comme on dit en hébreu, Niat nafshi tzalti. Moi, je me suis sauvé, maintenant le reste, non. Ils sont toujours en contact et jusqu'à maintenant, on reçoit des appels constamment
des gens qui sont sur place, de pouvoir faire, comme j'ai montré l'exemple de cette personne vendredi. Alors, Khazak, alors merci Ravi aussi. Alors, vous l'avez noté donc, sur le site de Keren Esther, l'association de Ravi aussi, directeur du Bet Rabat de Seine-et-Marne, qui aide ses amis et ses frères donc envoyés émissaires du Rabbi déjà en Ukraine depuis des années, et évidemment donc cette association qui prend tout son sens encore plus aujourd'hui, et c'est pour ça que voilà, c'était important pour moi de vous avoir avec nous, parce que vraiment, écoutez, c'était une association déjà qui avait pris conscience des besoins de cette communauté, et évidemment aujourd'hui, comme je l'ai dit, la situation est encore plus importante. Alors Alexis Madar, tu vas nous donner également aussi le lien pour aider éventuellement le FSJU par l'intermédiaire de Stéphane et de tous ces bénévoles qui sont partis sur place pour aider, pour sauver, pour rapatrier nos frères juifs bloqués là-bas en Ukraine qui souffrent et qui avaient finalement il y a quelques semaines des vies comme les nôtres, un travail, une maison, des occupations, des hobbies, et qui se retrouvent aujourd'hui complètement voilà, dans une histoire incroyable. Alors Alexis, on t'écoute pour juste avant la fin de l'émission pour donner également des informations. Oui, comme l'a dit Stéphane, c'est sur le site FSJU, il y a un site spécial, un petit onglet spécial pour les réfugiés. Il y a un petit onglet, j'ai le lien, je vous l'enverrai. Et voilà, vous allez sur le site FSJU et après il suffit de se laisser guider, n'est-ce pas Stéphane? Exactement, on ne peut pas le louper une fois qu'on est sur le site de FSJU. Alors, pour le mot de la fin, Alexandre Sarfati, qu'on n'a pas entendu, il y avait peut-être quelque chose à dire à nos deux intervenants avant de se quitter. Non, mais une petite question, juste comme ça par hasard. Est-ce qu'il y a eu des synagogues ouvertes ce Shabbat en Ukraine? C'est une très bonne question, difficile. Alors, je ne sais pas qui demande, mais s'il demande à moi, par rapport aux informations que j'ai eues, oui, il y a des offices qui ont été organisés. Dire que c'était dans les synagogues officielles ouvertes, pour l'instant, je n'ai pas les informations, mais de manière souterraine, oui. Donc, si ce n'est pas dans des bunkers, dans des caves ou dans des, on va dire des abris, oui, des offices ont été organisés. Surtout, comme j'ai dit, il ne faut pas oublier que toute la partie ouest est relativement calme, plus ou moins. Il y a des sirènes tous les jours, mais néanmoins, il y a encore des juifs sur place, des shouchim sur place. Et ils espèrent que la guerre ne va pas avancer de l'est vers l'ouest. Pour l'instant, c'est encore calme. Prions que le monde entier devienne calme très rapidement avec la venue de Mashiach. Amen. Merci infiniment. Alors, voilà, le mot de la fin. Interviennent, réussissent à sortir de cette neutralité qu'ils ont engagée en Israël. On peut comprendre pourquoi ils sont restés neutres, ou désirent rester neutres pour pouvoir discuter avec politique, mais pouvoir discuter avec les autorités israéliennes. Et ça serait bien qu'Israël trouve une solution pour bouger un peu. L'accord de paix. La neutralité, on peut comprendre, il y a des fois où il faut prendre un certain courage et au-delà. Non, mais justement, il faut voir justement cette neutralité comme le potentiel accord de paix. Peut-être qu'ils vont pouvoir trouver un accord de paix grâce à cette neutralité. Oui, on voit que les Iraniens, en ce moment, on dit que les Iraniens, ça aurait une influence sur leur possibilité de tenir la bombe nucléaire. Ça ralentirait, peut-être que les négociations avanceraient de ce côté-là. Ça avance aussi du côté Arabie Saoudite, qui a dit qu'il pouvait y avoir peut-être des accords avec les Israéliens. Ça avance dans différentes choses. En tout cas, c'est ce qu'on peut espérer. On peut espérer ça, c'est qu'il y ait du positif qui puisse en ressortir, même si on pense à tous les Ukrainiens. C'est décidément un pays. J'en discutais récemment sur Facebook, quand on se dit que certains ont été protégés une Torah à Kishinev, c'est quelque chose, sachant l'histoire du pays. Voilà, Serge, c'est la fin de notre émission. Ouais, voilà. Beaucoup d'émotion. De l'émotion parce que c'est des zones où nos parents, nos grands-parents sont partis, parfois dans des conditions difficiles, et maintenant, voilà, il faut qu'on aide ce pays. Ça se répète, malheureusement. Pour l'aider, et voilà, c'est des pays qui ont beaucoup de. Messieurs aussi, bravo. Merci à tous. Merci en particulier à Rav Amar et à notre ami Stéphane Messika. Bravo. Merci à vous. Et je vous dis à la semaine prochaine, les amis, bonnes nouvelles. avec des bonnes nouvelles. Merci. Merci encore, Serge. Allez, au revoir. Salut tout le monde. Merci encore. Merci aussi. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse.